à tous, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Distance Inconnue. Mettons les voiles avec bonne humeur. Ce soir, au programme lors de la deuxième partie de cette émission, Jeanne s'intéressera comme chaque semaine à un destin en apprentissage pour en sortir l'essence même. Cette fois-ci, la découverte de la mentalité néerlandaise par un jeune français. Le monde en série de Tom nous éclairera sur l'éventuel retour d'une mythique série. Avant cela, Diane viendra défendre un film selon elle injustement oublié vendredi dernier lors de la 45e et très discutée cérémonie des Césars, et elle nous dira quelques mots sur les sorties de la semaine. Dans la première partie de cette émission, à 19h25, nous parlerons plage de sable. Attention, danger, Dylan évoquera le père de la sinistre bombe nucléaire. Le billet vert, Adrien continuera de nous parler d'un de ses sujets fétiches, la désobéissance civile. Mais avant, nouveauté, dans Distance Inconnue, un journal bref, résumant l'actualité en 5 points marquants. La réalisation de cette émission, c'est Dylan, qui revient parmi nous après une semaine d'absence forcée. Et quel plaisir! Distance Inconnue, c'est un cocktail bien arrangé de chroniques pour une actualité qui manque parfois de fluidité. Soyez les bienvenus, nous mettons les voiles vers l'inattendu. Une chose est sûre, nous n'avons qu'une heure. Bonsoir. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Il est polémiste et animateur quelquefois. Le nouveau prince du stand-up est parmi nous ce soir. Poil à gratter des grandes puissances du CAC 40 sort son nouveau spectacle FX C'est terrible au Bouffe Parisien tous les samedis à 21h et il est avec nous ce soir. Très drôle. Un piratage en direct de la part de notre réalisateur et de Jeanne. Merci beaucoup. Merci. L'affiche était très réussie. On lance l'émission. VL, tous les mardis, entre 19h et 20h. Vous écoutez Distance Inconnue, tout de suite le journal en bref. Et nous commençons par l'actualité au niveau national avec la propagation du coronavirus. La France a atteint aujourd'hui le seuil symbolique des 200 cas depuis la fin du mois de janvier, devenant le deuxième foyer de coronavirus en Europe après l'Italie. On a appris cet après-midi un 4e décès dans l'Hexagone. Rappelons que l'épidémie a fait plus de 3000 morts dans le monde. Ce week-end, à la suite d'un conseil de défense et d'un conseil des ministres exceptionnel, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé l'interdiction de tous les rassemblements en milieu confiné de plus de 5000 personnes. Dimanche, le musée du Louvre n'avait pas ouvert ses portes en raison d'un droit de retrait du personnel et le semi-marathon de Paris avait été annulé. Dans l'Oise et en Haute-Savoie, les deux principaux foyers de propagation, tous les rassemblements sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Les écoles sont fermées depuis lundi. Interrogé cet après-midi par un député de l'Oise sur l'achalandage de matériel dans les pharmacies ou sur la mobilisation des services hospitaliers, Olivier Véran s'est voulu rassurant. Il a rappelé la mobilisation pleine et entière des services de santé sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans l'Oise. Sur la question de l'hôpital, le plan blanc de mobilisation de tous les services a été déclenché très précocement, a-t-il rappelé, ajoutant que les hôpitaux bénéficient du matériel adéquat. Coronavirus toujours, mais dans le monde cette fois-ci, et selon un décompte de la société de presse, plus de 3000 personnes seraient mortes de la maladie à travers le monde et le nombre de contaminations dépasse aujourd'hui 88 000 cas. En Iran, le bilan des autorités fait état dimanche de 54 morts pour 978 personnes contaminées. La plupart des nouvelles contaminations ont été recensées à Téhéran, où les écoles et les cinémas sont fermés depuis plus d'une semaine. Les États-Unis, qui ont enregistré leurs premiers morts sur leur territoire, ont annoncé un durcissement des restrictions imposées aux personnes venues d'Iran. Par ailleurs, plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours dans le pays n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie. La Chine, foyer de l'épidémie, a atteint son plafond selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, 39 personnes ont été isolées après avoir côtoyé le malade italien qui était revenu à Lagos, la capitale. Géopolitique, c'est le conflit majeur actuel, la guerre dans la région d'Idlib, à la frontière entre Turquie et Syrie. Et avec en arrière-plan une question essentielle pour l'Europe, doit-elle s'attendre à une nouvelle vague de migration venue de Syrie notamment ? C'est en tout cas ce que laisse présager le contexte actuel. En effet, la Turquie a agité lundi la menace de l'arrivée de millions de migrants en Europe après l'ouverture de ses frontières. Cette dernière dénonçant un chantage inacceptable au moment où Ankara cherche un appui en Syrie.
Depuis que la Turquie a ouvert vendredi ses frontières avec l'Europe, plusieurs milliers de personnes se sont ruées vers la Grèce. Une situation préoccupante pour l'Europe qui redoute une crise migratoire semblable à celle de 2015. La chancelière allemande Angela Merkel a selon ses propos jugé inacceptable que la Turquie fasse pression sur l'Union européenne sur le dos des réfugiés. Personne ne peut faire chanter l'Union européenne, a prévenu de son côté le commissaire européen aux migrations Margaritis Skinas. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis ce matin à la frontière gréco-turque, symbole d'une Europe solidaire. Une réunion de crise des 27 ministres de l'Intérieur aura lieu demain matin à Bruxelles, puis une de leurs collègues des affaires étrangères à Zagreb ce vendredi. Pendant ce temps, la bataille de l'air continue puisqu'un F-16 de l'armée turque a abattu mardi un avion du régime syrien dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Enfin, l'ONG Amnesty International accuse l'Europe d'être une forteresse qui, je cite, criminalise la solidarité. En France politique, avec les conséquences du recours à l'article 49.3 décidé par Édouard Philippe samedi dernier pour faire passer le texte de réforme des retraites sans vote. Le gouvernement a affronté aujourd'hui 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. Fait marquant, le Rassemblement national a voté la motion de censure de la gauche, mais pas celle de la droite. Les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites ont de nouveau appelé à descendre dans la rue. Lundi soir déjà, des manifestations ont rassemblé quelques milliers de personnes à Paris, Marseille et Montpellier. Depuis samedi, plusieurs permanences et locaux de campagne, dont ceux du Premier ministre au Havre, ont été la cible d'actes de vandalisme. Avant cette nouvelle journée de mobilisation, Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis, a affirmé qu'il ne fallait surtout aucune violence. International et aux États-Unis, les primaires démocrates. On y voit un peu plus clair dans la course à l'élection du candidat démocrate pour la présidentielle américaine. Pete Buttigieg, l'un des outsiders de cette primaire, a annoncé lundi le retrait de sa candidature après avoir pourtant remporté le caucus de l'Iowa. Il a logiquement soutenu dans la foulée un autre candidat centriste, l'ancien vice-président et désormais favori Joe Biden, qui avait remporté la primaire démocrate de Caroline du Sud. Ce retrait n'est pas le seul puisque la sénatrice Amy Klobuchar a annoncé lundi qu'elle se retirait de la course à l'investiture démocrate et ralliait également Joe Biden, tout comme l'autre ex-candidat Beto O'Rourke. Enfin, c'est le sujet qui agite le monde culturel français depuis maintenant quelques semaines et encore plus depuis vendredi et la 45e cérémonie des Césars, salle Pleyel, qui a vu le couronnement de Roman Polanski dans la catégorie meilleure réalisation. Une cérémonie qui est surnommée par certains Césars de la honte, c'est d'ailleurs devenu un hashtag, qui, outre la récompense à Roman Polanski, a vécu plusieurs malaises avec le départ en pleine cérémonie d'Adèle Haenel, de Noémie Merlan, de Cynthia May, et on l'a appris aujourd'hui ce matin de l'écrivaine prix concours Leila Slimani et une Florence Foresti qui a exprimé son écœurement sur Instagram. Depuis, les réactions s'enchaînent, le débat cinématographique devient un combat politique. En témoigne le texte de Virginie Despentes dans le journal Libération, intitulé « Désormais on se lève et on se barre », où la défense de Polanski faite par des acteurs renommés comme Fanny Ardant, Lambert Wilson ou Isabelle Huppert, qui disait ce week-end sur France 2 que le lynchage dont était victime Roman Polanski était une forme de pornographie. Rappelons que l'Académie des Césars a en effet été secouée par une grave crise depuis plusieurs semaines qui a conduit mi-février à la démission en bloc de son conseil d'administration présidé depuis 2003 pour certains en forme d'autocratie, par Alain Terzian. Une 2e assemblée générale sera convoquée à l'été, qui élira un nouveau conseil d'administration chargé de réformer le collège électoral des Césars, composé de professionnels du cinéma, dont seulement, pour l'instant, 35% de femmes. De cette cérémonie en tout point marquante, sûrement annonciatrice de la fin d'un monde, nous, à Distance Inconnue, nous avons retenu ces mots de Roche Dizem, prononcés suite à la remise de son César du meilleur acteur pour le film Roubaix une lumière dans Desplechin. L'importance n'est pas de courir vite, mais de courir plus longtemps. À méditer. Merci Adrien. Bangla noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey at this, lovers walk on Kent Road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and bands. Only way to cope, 'cause this city don't stop for no one. Hopeless, roaming around in
Hopeless, lost in the fear of the open, a world that appears to be broken, but that's what makes London mine. Orange haze from streetlight, down Madeira I go. I've been fooled by the charm of the Kennington Road, while the backstreet drama don't get picked up by the sun. Hopeless, roaming around in the moment, streets that are tailored to nowhere, but that's what makes London mine. Hopeless, lost in the fear of the open, a world that appears to be broken, but that's what makes London mine. I'm never gonna give you up, I'm never gonna give you up, no, never gonna give you up, even if I'm hopeless, roaming around in the moment, streets that are tailored to nowhere, but that's what makes London mine. Oh, if I'm hopeless, lost in the fear of the open, world that appears to be broken, but that's what makes London mine. C'était Joy Crooks, London Mine. John Crooks, voix singulière et fierté assumée d'un Londres multi-ethnique qui sera à l'affiche de la scène musicale le 28 mars à Boulogne-Billancourt et du Printemps de Bourges le 23 avril. Et je retrouve Adrien, mon co-animateur d'un soir. La semaine dernière, le billet vert revenait sur la tribune signée par 1000 scientifiques dans le monde qui appellent à la désobéissance civile. Ce soir, Adrien, tu reviens sur les origines et la signification de ce concept souvent galvaudé. C'est vrai que la désobéissance civile, chacun en a sa propre définition. Et ces dernières années ont été marquées par une véritable explosion des mouvements citoyens désobéissants. Le printemps arabe et notamment les révolutions tunisiennes et égyptiennes ont inspiré un grand nombre de mouvements dans les pays occidentaux. Occupy Wall Street à New York en 2011, les Indignados en Espagne la même année. Aujourd'hui, la désobéissance a une résonance particulière chez les militants écologistes. Mais avant de parler écologie, il faut revenir aux origines du concept. Et là, faut que je vous parle de quelqu'un, un de mes idoles, Henry David Thoreau, philosophe, poète et naturaliste américain du 19e. Thoreau, c'est le type qui se dit « Ok, la société dans laquelle je vis est superficielle et agitée, je me tire. » Et il le fait concrètement. De 1845 à 1847, il se retire dans une cabane au bord d'un lac à Concord, dans le Massachusetts. Il y rédigera l'œuvre de sa vie, Walden ou la vie dans les bois, véritable réflexion autour de la vie simple et sobre et de l'autosuffisance. Mais ce n'est pas le Thoreau naturaliste qui nous intéresse aujourd'hui. Non, en effet, quoique, tu comprends pourquoi il a une résonance particulière chez les écologistes. Thoreau, c'est le créateur de la désobéissance civile qu'il a théorisé dans un traité éponyme en 1849. En 1846, Thoreau arrête de payer ses impôts. C'est son premier acte de désobéissance. Abolitionniste convaincu, il reprochait deux choses à l'État fédéraliste américain, le soutien à l'esclavage dans le sud et la guerre impérialiste menée contre le Mexique. C'est ce qui lui vaudra de passer un court séjour en prison. Et la désobéissance, c'était son dernier rempart face à des situations qu'il considérait injustes. Comme certains le considèrent aujourd'hui, il pensait que le vote démocratique était une arme de protestation bien trop faible. Le refus de payer l'impôt était pour lui l'acte d'un bon citoyen. Il prenait l'esclavage en exemple et affirmait que lorsque le gouvernement veut faire de nous l'instrument de l'injustice envers notre prochain,
il fallait enfreindre la loi. En bref, la désobéissance civile, c'est l'action suprême de résistance non violente à l'injustice. Un homme qui aurait raison contre ses concitoyens constitue déjà une majorité d'un. Une minorité n'a aucun pouvoir tant qu'elle s'accorde à la volonté de la majorité. Dans ce cas, elle n'est même pas une minorité. Mais lorsqu'elle s'oppose de toutes ses forces, on ne peut plus l'arrêter. Voilà une formidable citation de Thoreau que ses héritiers avaient en tête. Le premier de ses héritiers, c'est un jeune avocat indien. En 1906, alors qu'il est à la tête d'un mouvement de protestation non violent contre l'apartheid, il est emprisonné pour la seconde fois. Ce jeune avocat, on le connaît sous le nom de Mohandas Karamchand Gandhi. Il découvre le manuscrit du traité de Thoreau en prison et s'en inspirera pour lutter contre l'apartheid et la politique coloniale du Royaume-Uni en Inde. Les déclinaisons de la désobéissance civile se poursuivront dans l'une des plus grandes luttes pour les droits civiques de l'histoire. L'un des plus beaux exemples est la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, menée par le pasteur Martin Luther King. Il deviendra le leader du mouvement après l'un des actes de désobéissance civile les plus connus, celui de Rosa Parks, qui, en 1955, refusa de céder sa place à une personne blanche dans un bus réservé aux Blancs. Ce sont donc les mouvements écologistes qui ont aujourd'hui le plus recours à la désobéissance. Oui, et on ne compte plus le nombre de mouvements désobéissants. Extinction Rébellion, les faucheurs volontaires, Attaque et Greenpeace, souvent réalisés avec pour but d'interpeller le gouvernement et l'opinion publique. Ils ont pu mener à de belles victoires. On connaît l'occupation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et récemment les actions des décrocheurs qui consistaient à décrocher des mairies les portraits du chef de l'État pour protester contre son inaction face à l'urgence que l'on connaît. Jugés en septembre dernier par le tribunal administratif de Lyon, les juges ont relaxé tous les décrocheurs dans un arrêt hyper ambitieux et lucide sur les justifications légitimes de ces actions. Alors si les actes de désobéissance civile sont nécessairement illégaux, l'urgence de la crise écologique semble leur donner de la légitimité. Alors on renvoie les plus curieux à la lecture du court traité, c'est très très court, c'est à peine 30 pages, le traité sur la désobéissance civile de Thoreau, et c'est très peu cher et très accessible. Oui, c'est très peu cher et très accessible, et je voulais aussi rajouter que les chemins de la philosophie sur France Culture, présentés par Adèle Van der Ries, on fait une série de 4 épisodes sur Thoreau, avec comme invité Thomas Constantinesco qui est un professeur en civilisation anglaise à la Sorbonne, quelque chose comme ça, et c'est vraiment très intéressant. Et là pour le coup on a le taureau naturaliste, le taureau poète, le taureau citoyen engagé, et c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et on vous conseille d'écouter tout ça et de lire surtout le traité sur la désobéissance civile. Si pour certains la science de l'homme est devenue la plus nécessaire de toutes les sciences, Dylan, lui, accepte chaque semaine de laisser aller sa curiosité aux découvertes les plus importantes de notre histoire. Bonsoir Dylan, que fait-on nous cette semaine ? Cette semaine FX, nous fêtons l'anniversaire d'un tristement célèbre scientifique allemand, le papa de la chimie nucléaire, le découvreur de la fission atomique, Otto Hahn. Otto Hahn est né le 8 mars 1879 au royaume de Prusse. Et comme tout scientifique du pré-19e qui se respecte, il est l'élève d'un grand ponte de la science, Sir William Ramsay, le chimiste qui a découvert les gaz rares. Et Otto, son truc, c'est la radioactivité ? Très vite, le truc qui le bottera, c'est la radioactivité naturelle, découverte quelques années auparavant par Henri Becquerel. Il partira successivement à Londres, puis à Montréal, afin de parfaire ses connaissances auprès de grands chimistes avant de revenir à l'Institut de chimie de Berlin en 1907. Cette année-là, il fait la rencontre qui changera tout. Lise Meitner, une grande physicienne autrichienne, devient sa plus proche collaboratrice. Ensemble, ils découvrent de nouveaux éléments chimiques radioactifs comme le protactinium ainsi que des isotopes d'autres éléments déjà connus. Et avec Lise Meitner, ils découvrent la fission nucléaire. En 1935, ils se lancent tous les deux dans l'étude des transuraniens. Les éléments transuraniens, ce sont tous les éléments chimiques dans le tableau périodique de Mendeleïev ayant un numéro atomique plus grand que l'uranium, c'est-à-dire avec plus de protons. L'uranium a lui-même 92 protons. Le truc avec les transuraniens, c'est qu'ils sont tous radioactifs et absolument pas stables. Ils n'existent pas vraiment à l'état naturel, mais on peut les produire artificiellement au sein de réacteurs nucléaires et par des accélérateurs de particules comme le CERN. À ce moment-là, dans le monde de la chimie nucléaire, on a une théorie. Si on bombarde de l'uranium avec des neutrons, on pense obtenir des éléments transuraniens.
C'est-à-dire, on part d'un élément et on arrive à un plus gros élément encore après bombardement, un genre de fusion. Sauf qu'après plusieurs expériences, en 1938, Otto Hahn et Lise Meitner découvrent que l'uranium bombardé par des neutrons donne naissance en réalité à 2 éléments plus légers, totalement le contraire de ce qu'ils avaient prédit. La fission nucléaire est née. Et qu'a apporté la fission nucléaire ? Le principe le plus connu aujourd'hui, c'est les centrales nucléaires. Chaque atome d'uranium fissionné s'accompagne d'un dégagement d'énergie extrêmement important, incomparable avec tout ce que l'homme a connu. On a trouvé un moyen pour produire de l'énergie en très grande quantité sans réellement d'effort. Pour la découverte de la fission nucléaire, Otto Hahn sera lauréat du prix Nobel de chimie de 1944. Je tiens tout de même à préciser que Lise Meitner, qui travaille avec Otto sur cette découverte, a été volontairement écartée par les Nobel, tout simplement parce que c'était une femme, et juive qui plus est. Nous sommes en 1944, en pleine Allemagne nazie. Mais qui dit énergie nucléaire dit bombe atomique. Indirectement, Otto Hahn est le père de la bombe atomique. Pourtant, il ne travailla jamais sur le projet Manhattan qui donna lieu aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Mais en tant que découvreur de la fission nucléaire, Otto Hahn se sentit responsable des 2 bombes américaines de 1945, Fat Man et Little Boy, les 2 champignons de la mort qui ôtèrent la vie à des centaines de milliers de personnes. Otto déclara alors « Je remercie Dieu à genoux que nous, les Allemands, n'ayons pas fait la bombe à uranium. » Après la guerre, il milite contre l'utilisation des armes nucléaires et fait partie des signataires du manifeste des 18 de Göttingen, qui dénonce l'usage militaire de l'énergie atomique. Prions que l'arme nucléaire ne soit plus jamais utilisée contre des êtres vivants. Espérons qu'il ait eu raison. Et on retrouvera Dylan la semaine prochaine pour un nouveau sujet passé au microscope et un anniversaire qu'on espère un peu plus positif. Il est 19h25. Chaque semaine d'actualité apporte son lot d'informations insolites, de brèves invraisemblables, de « il vole un corbillard avec un cadavre à l'intérieur », de « il veut prouver que la Terre est plate et meurt ». Lorsque l'on feuillette la presse, oui j'ai bien dit feuilleter la presse, face à la noirceur d'un monde en fumée, certaines disparitions, aussi tragiques soient-elles, nous font sourire par leur absurdité, par leur bêtise même parfois. Et en feuilletant cette presse, non j'ai triché, en cliquant sur un article du site de Science et Avenir, je n'ai pas souri. J'apprends que le changement climatique et la hausse du niveau des océans pourraient faire disparaître la moitié des plages de sable dans le monde d'ici à 2100 selon une étude parue dans Nature Climate Change. Ces plages occupent plus du tiers des zones littorales qui sont parmi les plus développées et les plus densément peuplées du monde. L'Australie pourrait être le pays le plus durement touché, avec près de 15 000 km de plages de sable rayées de la carte d'ici à 80 ans, devant le Canada, le Chili et les États-Unis. Le Mexique, la Chine, la Russie, l'Argentine, l'Inde et le Brésil font aussi partie des pays en première ligne. Celle-ci pourrait donc s'évanouir de nos paysages et de nos mémoires pour plusieurs raisons. L'érosion due à des constructions nouvelles, la hausse du niveau des mers, les tempêtes menaçant les infrastructures et des vies. Alors quoi ? Les châteaux de sable vont disparaître eux aussi ? Les sports approximatifs, les balades qui durent et nous mènent là où on ne voulait pas aller et où l'on reviendra, la gêne tantôt bienvenue, tantôt malheureuse face à un corps nu qui bronze depuis maintenant 4 heures. Maintenant quoi ? Il faudrait directement sauter dans l'eau sans se mouiller la nuque. Et la culture ne s'est donc pas plongée dans les plages. La plage, cet espace de détente et de loisirs, est objet d'inspiration pour cinéastes et écrivains. À moitié présente, les plages d'Agnès Varda deviendraient-elles les cailloux d'Agnès ? Sans l'eau sur le sable, les peintures de Turner seront-elles toujours celles du peintre de la lumière ? Et si l'article signale que l'étude serait un peu trop conservatrice au goût de nombreux chercheurs et pas tout à fait fiable, comment ne pas être mélancolique à l'évocation des plages de notre enfance où rire et ballon circulaient bien loin des préoccupations des grands ? Soyez les bienvenus dans le Carrefour VL, culturel. tous les mardis, entre 19h et 20h. Allez, soyez les bienvenus dans le Carrefour culturel de Distance Inconnue. On tombe les masques, qu'ils soient sanitaires ou de circonstances. Asseyez-vous, il y en aura pour tous les goûts au menu. Et comme chaque semaine, du cinéma qui nous attrape la main, des séries à applaudir ou non, des rencontres sur le pouce, des blagues en forme de doigt d'honneur au sérieux et un artiste musical appelé à devenir majeur et certainement pas à mettre à l'index. Vous avez vu, j'ai fait un petit jeu de mots autour de la main. C'est très bon, c'est très bon. C'est bon à l'écrit, moins C'est bon bon. à l'oral. Et avant un live qui promet d'être puissant, celui
d'Artedon. Nos chroniqueurs ont travaillé pour vous donner le meilleur de la culture. Bonsoir Jeanne, ou plutôt Malamute, comment vas-tu ? Bah écoute très bien, et toi François-Xavier ? Très très bien, l'essence même ce soir, que s'y passe-t-il ? Oh bah ce soir on rencontre Nicolas, finalement. D'accord, très succinct. Oui. À tout à l'heure, Tom, le phare dans la nuit foisonnante des séries, celui qui nous dit quoi regarder ou regarder ce soir, Tom ? Mais ce soir, il faut regarder Friends. Très bien, à tout à l'heure. Diane, bonsoir. Ce soir, pas un film d'actualité, enfin pas sorti cette semaine, mais un film sur une actualité brûlante et tristement récurrente. Tout à fait. Qu'est-ce que ça va être ? Tu vas nous donner un indice quand même, un petit indice. Ah, le réalisateur. Non, tu veux rien. Criminalité. Pédocriminalité. Waouh, tu dis ça. Voici détendu. C'est affreux. Merci Diane. À tout de suite. Restez avec nous. Restez avec nous dans la grande famille en forme et bien portante de Distance Inconnue. Elle est de retour juste après Mou, victoire de la musique. Tu as du mal à croire que je fais des dates partout. Pour toi c'est pas un boulot, mais ce n'est pas la question. Ça t'intrigue, tu ne comprends pas pourquoi ton fils parle à des chiens. Pour moi tout ça ne fait rien, je t'aimerais sans concession. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Mamma mia, je passe en radio. Maman crois-moi quand je te dis que je vais rester pour ton gâteau. Bisous bisous. J'ai des hits à faire mais je ne compte pas les sous. C'est dingue, tu m'écoutes encore. C'est dingue, tu me chantes dans le car. Tu parles à tes potes comme si tu me poussais dans ça. Éteins ton poste, parlons du beau temps. Un jour tu comprendras, oui tu comprendras. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Éteins tout, parlons de ces vieilles photos d'antan. Évitons de trop sombrer dans des discussions bateaux. Je t'aimerai toute ma vie. Maman ne pars pas trop tôt. Je veux que tu sois fier de moi, aïe aïe aïe. Je sais que tu n'es pas seul à penser que je suis fou. Je nettoierai bien le sol avant que tu passes à la maison. Dans quel pays, dans quel décor, tu me retrouveras partout où l'amour me sert fort. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Nantes nous a habitués à des pépites musicales en tout genre. Celle-ci est particulièrement réjouissante. C'était la JT Mou sur VL avec son victoire de la musique, conformément à ses souhaits dans le morceau. Il est passé en radio, plutôt en web radio. Et son premier album paraîtra le 24 avril. Elle préfère les claps
au clip Le Hot à la Hate. Elle vit sûrement dans un film français en couleur où les gens chantent avec des parapluies et s'aiment flamboyeusement. Oui, alors flamboyeusement ça se dit pas, mais dans ces films à elle, si. Bonsoir Diane. Bonsoir FX. Alors cette semaine au cinéma. Alors si la semaine dernière, dans Mes jours de gloire de Antoine de Barry, le personnage principal passait un casting pour interpréter le jeune de Gaulle, Lambert Wilson se glisse bel et bien dans la peau du général dans De Gaulle de Gabriel Le Beaumain. Et pendant ce temps, Gérard Lanvin et Olivier Marchal, deux papys qui s'affrontent dans Papy-Sitter de Philippe Guillard. Alors un papy, la résistance, ça vous fait pas penser à quelque chose ? Mais si, réfléchissez quand même. À moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a inventé des dimanches, qui t'a faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Alors, on l'a reconnu, hein, c'était Jacques Villeray dans Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Eh oui, et s'il y en a un qui nous a bien prouvé vendredi soir dernier qu'il n'avait pas changé, malgré tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est bien le cinéma français, et en tout cas l'Académie des Césars, faisant un dernier bras d'honneur à la libération de la parole avant de donner sa démission. Une parole qui se libère donc, mais un combat qui n'avance toujours pas. Et face à cette semaine, à mes yeux pauvres en cinéma, et à ce qu'il s'est passé pendant cette 45e cérémonie, je voulais revenir sur un film qui libère cette parole et auquel il aurait été intelligent de récompenser le cinéaste qui l'a réalisé et qui n'a jamais été récompensé malgré 18 longs métrages et 5 nominations du meilleur réalisateur. Et je parle évidemment de l'évidence, François Ozon et son merveilleux et nécessaire Grâce à Dieu, sorti il y a tout juste un an. Mais alors, avant de parler de Grâce à Dieu, écoutons un de ses comédiens, lauréat du César du meilleur acteur dans un second rôle, Swan Arlo, dans son discours de remerciement vendredi dernier. Et c'était une immense responsabilité que d'avoir ça à jouer. Juste petite parenthèse, hein, Barbarin a été relaxé, on attend le jugement pour Prénat. Donc les artistes ne font pas la justice, mais au moins s'ils peuvent dire des choses que le silence tente d'étouffer, ça c'est bien placé ça. Voilà, c'est déjà ça. Alors c'est pas facile de reprendre la parole après ces mots. La parole libérée, justement, c'est le nom de l'association créée par ces hommes victimes d'abus sexuels par le père Bernard Prénat. L'ecclésiastique est aujourd'hui accusé pour ces actes ignobles commis sur de très jeunes garçons dans les années 70 à 90 dans la région de Lyon. Quand François Ozon sort le 20 février 2019 ce film, il l'inscrit dans une actualité totale. Ni le père Prénat, ni le cardinal Barbarin, qui avait couvert l'affaire pendant plusieurs années, n'avaient encore été jugés. Et leurs avocats ont tenté de reporter la sortie du film, de le censurer, estimant que le long-métrage portait atteinte à la présomption d'innocence. Or, si le cinéaste prend quelques libertés de fiction concernant la vie des trois héros, Alexandre, François et Pierre-Emmanuel, sa vision cinématographique des religieux est entièrement fidèle à leurs déclarations et n'apporte aucun nouvel élément qui aurait pu influencer le procès. Grâce à Dieu est construit comme un triptyque, c'est bien ça ? Oui, le cinéaste a structuré son film en 3 chapitres. 3 hommes, 3 contextes sociaux, 3 points de vue, 3 genres cinématographiques épousés par la mise en scène. 3, donc c'est le chiffre le plus symbolique de la religion catholique, 3 comme la Trinité. Celle-ci est construite comme un passage de relais à travers à la fois les années et l'avancée d'un combat, celui de ces hommes, pour la destitution de l'homme d'église. François Ozon et ses 3 comédiens principaux, donc Swan Arlo, qu'on a entendu, mais aussi Melville Poupeau et Denis Ménochet, donnent des corps et des voix à ces hommes. 3 films en un, portraits intimes, thrillers et drames, 3 individualités qui se rejoignent pour créer un collectif. Alors sous ces airs de faux spotlight, pardon pas de faux du tout, sous ces airs de spotlight à la française, Grâce à Dieu est un film intense, un témoignage. François Ozon évite les provocations et les transgressions qui constituent son cinéma d'habitude. Il aborde ce douloureux sujet de la manière la plus juste et signe un grand film romanesque, probablement le plus accessible de toute sa filmographie. C'est pour ça qu'après avoir entendu ce merveilleux discours de Swan Arlo et après tout ce qu'il s'est passé ces derniers jours dans le cinéma, je me devais de rendre hommage à ce film qui aurait dû être récompensé, à ceux qui l'ont fait, mais surtout aux vrais héros qui sont devenus personnages, mais qui existent dans la vraie vie et qui ont enfin permis à d'autres victimes de parler. Bon, allez, promis, la semaine prochaine, je me reconcentre sur l'actualité des sorties.
Précédemment, dans la guerre des plateformes contre Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, ou encore Apple TV, HBO Max, futur service vidéo à la demande, a annoncé le retour du casting de Friends pour un épisode spécial. C'est le souvenir nostalgique des 6 New-Yorkais sexy du petit écran qui a fait s'emballer le monde entier. En réalité, l'épisode spécial sera unscripted, ce qui veut dire non scénarisé. Mais grâce à un plan de com fitement établi, des mots mûrement réfléchis et un silence encore plus insidieux, l'annonce d'HBO a eu l'effet d'une bombe. En moins de 24 heures, le monde entier a pensé que la série Friends connaîtrait une suite. Alors dis-nous, Tom, pourquoi cet engouement autour d'une sitcom vieille de 25 ans ? Alors, je dis pas ça souvent, mais cette chronique a été de loin l'une des plus dures que j'ai eu à écrire. Déjà parce que j'adore cette série. On va pas se mentir, si je devais citer 3 séries qui ont marqué mon enfance, ou en tout cas le passage entre mon enfance et mon adolescence, Friends serait immanquablement dedans. Ensuite, parce qu'il a fallu que je dose l'humour. Non, parce que Friends, c'est bien plus qu'une sitcom vieille de 25 ans. Friends, c'est un classique de référence, pas seulement dans son genre, mais pour toutes les séries télé en général. Aujourd'hui, lorsque le couple central d'une série joue à « Fuis-moi, je te suis » et « Suis-moi, je te fuis », on dit que c'est les Ross et Rachel de la série. Parce que c'est ça, Friends, c'est des personnages, des intrigues, des lignes de dialogue toujours drôles et cultes, un peu comme les cartes blanches d'FX. Mais bon, j'ai cru comprendre que dans cette équipe, il y a quelques ignares qui n'ont jamais vu un seul épisode de Friends. Alors, reprenons tout depuis le début. Friends, c'est l'histoire de 6 amis new-yorkais que l'on suit de leur vingtaine à leur trentaine. Ils multiplient les romances, les amitiés et les situations gênantes. Oui, ils sont dans cette période de la vie où vos amis deviennent un petit peu votre famille, cela avant que vous en fondiez une vous-même. Parmi nos héros, il y a Rachel, la riche héritière qui a choisi l'indépendance plutôt que le shopping. Il y a Monica, une ancienne obèse, très bonne cuisinière et légèrement maniaque. Il y a Phoebe, une ex-SDF complètement barjo. Il y a Joey, tombeur, acteur, mais pas surdoué. Il y a Chandler, qu'on adore tous parce qu'il a inventé le mot sarcasme. Et il y a Ross, ce paléontologue un peu gauche, un peu dépressif et surtout 3 fois marié, 3 fois divorcé. Et enfin, tu oublies Janice. Oui, alors j'ai beaucoup hésité concernant l'extrait sonore que j'allais diffuser dans cette chronique. Parce que c'est dur dans Friends de trouver un gag qui soit aussi drôle, même privé de son visuel. Mais il y en a un qui me paraît évident. Janice, c'est cette fille qu'on reconnaît plutôt à la voix qu'au visage. 2 des personnages principaux sont sortis avec, tous le regrettent. Mesdames, messieurs, si vous croisez Janice dans la rue, telle une vieille connaissance, voici ce que vous entendrez. Oh my God. Oh my God. Mais Friends, ce sont aussi des vannes controversées faites pour un groupe d'HSBC. C'est en tout cas ce qu'on peut penser quand on regarde la série avec nos yeux d'aujourd'hui. Tout le casting principal est blanc, hétéro et s'autorise parfois quelques blagues assez limites, en particulier envers la communauté LGBT. Martha Kaufman, la productrice de la série, s'est exprimée récemment sur le sujet et elle a confié que si c'était à refaire, certaines blagues ne seraient sûrement pas tolérées aujourd'hui. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les propos de l'acteur David Schwimmer, qui lui aussi est revenu sur ce même sujet. Friends débute en 1994. Dès le 2e épisode de la première saison, la série introduit un couple ouvertement lesbien. Elle consacre même un épisode au mariage de ce couple. 1994, c'est seulement 3 ans après la première scène de baiser gay sur le petit écran américain. Pour rappel, c'était dans la loi de Los Angeles en 91. Et pour ce qui est des personnages racisés, je rappelle que le personnage de Julie, une femme d'origine asiatique, est introduite en fin de première saison comme petite amie
l'ami de Ross. Donc oui, Friends, c'est une série qui vieillit mal, surtout à cause de certaines blagues, mais on pourra difficilement lui enlever d'avoir refusé le conformisme télévisuel des années 90 et chercher à se montrer plus représentative de la diversité et des minorités. Et prochainement, Tom, dans le monde des séries. Je parlerai de la série Supernatural qui se conclut bientôt sur la CW. Très bien, parfait. Parfait. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous l'appelez, elle vous rassure, vous l'écoutez, elle réchauffe votre âme, elle parle fort, vous l'écoutez, de toute façon vous n'avez pas le choix. Elle vous ouvre à des univers internes jusqu'ici orphelins de votre curiosité. Elle regarde les femmes et les hommes changer. Elle en tire l'essence même. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, FX. C'est à toi. Merci. En 1995 naît Nicolas à Châteauroux. En grandissant, il découvre l'art et part pour son DUT à Besançon. Dans cette école, on propose à certains élèves de partir en Erasmus. Nicolas choisit alors les Pays-Bas. Commence alors son choc des cultures. Alors du coup, moi, la grande différence entre la France et les Pays-Bas lors de mon année d'Erasmus que j'ai pu trouver, c'était une certaine rigueur, rigidité qui fait partie un peu de la culture néerlandaise, je trouve, sur différents points, malgré leur côté très festif et très fêtard. Ils font plus de sport peut-être que les Français, ils fument beaucoup moins, ou autre chose. C'est des personnes qui sont admirables dans leur courage à affronter la grêle et la neige et la pluie en vélo, peu importe les saisons de l'année. Et voilà, ça j'ai toujours trouvé ça très, très courageux de leur part par rapport à nous qui sommes plus effrayés dès qu'il y a 3 gouttes d'eau qui tombent. Et mon Dieu, ah bah non, il faut prendre, on peut pas, le vélo, bien sûr que non, quoi. Apprend les rudiments de la langue et des traditions. Il s'adapte à une alimentation saine, apprivoisant les rituels et les coutumes de ce pays, bas de nom mais haut en couleur. Enfin ça reste encore à voir. Ils sont grands, beaux, je nommais pas mal beaux. Les hommes sont grands, les femmes sont grandes aussi. Clairement, en tant que Français, t'es là bon. Donc ouais, physiquement, ils sont plutôt agréables. Mais peut-être le reproche qu'on a pu... peut-être ce qu'on pourrait reprocher, c'est que ça manquait peut-être de mixité. Et que, voilà, on voit la différence entre la France et les Pays-Bas. On a plus de diversité, plus de choix en France. Et ça, c'est aussi ce qui m'a beaucoup marqué. Les jeunes prennent des snacks avec des concombres et des carottes. Et c'est un peu, je trouve que c'est quand même assez avant-gardiste peut-être aussi sur certains points par rapport à l'alimentation entre autres. Et voilà quoi. Le voyage nous fait souvent entrevoir les mauvais côtés de son pays. On découvre d'autres fonctionnements, d'autres cultures, et c'est ce qui nous fait ouvrir les yeux. C'est également comme ça qu'on réalise que Propers, lui aussi, pouvait se tromper en disant « loin des yeux, loin du cœur ». Et qu'Orelsan ne pouvait pas tomber plus juste qu'en déclarant qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et alors, petite question personnelle très rapidement, est-ce qu'il y a toi un pays qui t'a bouleversé comme ça, un voyage qui t'a remué? Alors moi j'ai fait mon échange au Mexique, et alors autant te dire que ça m'a remué. Ouais. Oui. Combien de temps quand t'es revenu ça t'a... Oh écoute, c'était il y a 1 an et demi, j'y étais 5 mois, et 5 mois mémorables, hein. Je vous conseille le Mexique, absolument. Et bah, conseil qu'on suivra avec plaisir. Merci beaucoup Jeanne, à la semaine prochaine. Et nous finissons cette émission tout en douceur avec le live musical. Et ce soir, dans nos studios, nous accueillons Artedon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, avant de passer à la partie purement live, on va discuter un peu ensemble quelques minutes. Juste le temps pour moi de dire
que votre prochain clip, La part du roi, sortira le 25 mars, c'est ça ? Ouais, c'est ça, C'est ça. Sur une plateforme bien connue. Qui commence par You et finit par Tube, et que vous ferez, et ce n'est pas rien, la première partie d'Oldelaf le 4 avril au Forum de Vauréal. Ce qui est bien avec la chanson française, c'est que ça permet de réviser un petit peu, voilà, c'est dans le Val d'Oise. Alors Artedon, déjà et avant toute chose, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? D'où venez-vous, que faites-vous? Je crois on va très vite s'en rendre compte, vous êtes de Toulouse. Oui, j'ai un léger accent. Donc ouais, enchanté en tout cas, je m'appelle Artedon. Je suis auteur, compositeur, interprète, folk, pop et rock francophone, on dit chanson aussi dès qu'on chante en français dans ce beau pays. Et effectivement, en fait, on va sortir là, le premier clip fin mars. Et l'accent, en fait, il vient du sud-ouest de la France, région à laquelle je suis toujours extrêmement attaché. Et les événements marquants depuis que je me suis lancé comme ça, on va dire en solo, parce que j'ai fait partie de beaucoup de groupes avant. J'ai participé aux rencontres d'Astafor avec le boss de la chanson française depuis 40 ans maintenant, parce que quand il sort du bois, il est numéro 1, point quoi. Et pour groover en français comme lui, tu peux y aller quand même. Et voilà, donc des concerts dans la rue, à droite, à gauche, dans des cafés-concerts, des festivals aussi, on a commencé, donc c'est cool. Alors pourquoi ce nom Artedon, à la fois un peu mystérieux et flamboyant, on dirait le nom un peu d'un chevalier pacifiste, d'une légende mythologique Ouais, alors artiste hédoniste, j'ai envie de dire que c'est une espèce de mode de vie, un peu épicurien comme ça. Et en fait, j'ai un prénom et un nom de famille extrêmement banal. Et je m'appelle Alexandre, et sur Google, tu peux y aller pour battre Alexandre le Grand, c'est quand même sacrément compliqué. Fallait que j'invente quelque chose, et même à 3 grammes, celui-là, tu le prononces sans problème. Alors, dans vos différents morceaux, ce qu'on entend à Artedon, c'est, même si l'expression fait un peu tarte à la crème, c'est une profonde humanité, une profonde sincérité à se pencher vers les plus petits. Donc dans Danse mon petit fou, qui est une célébration pudique de l'innocence des enfants, ou les plus démunis, La part du roi, qu'on écoutera juste après, qui parle également de la découverte d'un Paris écrasant. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des textes sont empreints de colère, d'indignation, ou tout simplement de névrose, pourquoi avoir choisi la tendresse, celle des sentiments et des moments oubliés? Alors, je pensais qu'il faut écrire ce qu'on est aussi. Ça paraît bête, mais comment dire, je crois être quelqu'un de résolument positif dans la vie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr, mais j'avais pas envie Enfin, moi, je me bats, quoi. J'essaie de faire des choses, de tenter des choses. Je me plante aussi, du coup, mais c'est pas grave. Je le prends avec le sourire. Et de garder toujours, c'est pas grave, on prend un coup, mais on se relève. Et moi, c'est mon truc, et je me voyais pas me plaindre, en fait. Je dis pas que les autres le font, mais je dis que c'est parce que je me vois garder faire. du positif. Et d'arriver à être positif sans être stupide. Ok, voilà une phrase. Et alors, dernière question, Distance Inconnue. Alors, on parle plutôt aux jeunes et plutôt faite par des jeunes. Alors vous avez un tout petit peu plus d'expérience. Je vous vexe pas que je dis ça. Non, c'est vrai. C'est complètement vrai. Il était comment le Artedon de 20 ans à 20 ans? Comment il était? Putain, pardon, il est parti tout seul. J'écoutais beaucoup de rock. Ouais. Parce que j'ai grandi avec Nirvana, avec les Français de Matmata, Noir Désir, tout ça. Et du gros son, beaucoup. J'apprenais à chanter, j'apprenais la guitare, j'étais étudiant. Enfin, c'est assez banal au fond. J'ai commencé les premiers concerts, groupe d'étudiants, à répéter dans des conditions vraiment pourries. Mais on apprenait beaucoup de choses. Et on devait sonner quand même, on essayait en tout cas, on apprenait sur le tas, on savait rien, je savais pas ce que c'était une bio, je savais quoi, éditeur c'est quoi ça? On joue quoi, voilà, très très innocent en fait. Voilà. Et la question Michel Drucker un peu, quelles ont été les rencontres qui ont changé un peu la musique chez vous, qui ont changé Alors il y en avait beaucoup, mais les plus marquantes, le clavier de Dave Kinner, le clavier Dave Kinner, c'est le clavier de Tiken Jah Fakoly. Par les hasards d'internet, je me suis retrouvé, moi qui écoutais assez peu de reggae en face de ce thème-là. Il nous a dirigé avec mon ancien groupe sur le deuxième EP. Ce mec-là, il nous a invités au concert Tiken, on allait dans son tourbus. C'est un de mes mentors. C'est simple, dès que j'avais une question sur le monde de la musique, je l'appelais et puis j'avais ma réponse, quoi. Et les mecs, pas du tout. Il y avait 3 disques d'or sur son mur. Et jamais, on sent un ego, mais bien placé. Et on sent beaucoup de talent. Et jamais il te prend de haut. Je sais pas, il est bon, quoi. Point. C'est aussi simple que ça. Et ça m'a marqué. Et évidemment, l'autre, c'est le patron d'Astafor. Là, tu vois la légende vivante devant toi, il est cool.
J'ai une anecdote même, j'ai eu un problème de guitare pendant les rencontres d'Astafor. Il m'a dit oh, ça doit être une pile défectueuse, tu pourras prendre la mienne là-bas. Je l'ai laissé pour les stagiaires. Le patron quoi. Et en fait, la guitare, alors 3 fois la mienne, mais t'as pas de type à ce niveau qui te propose sa gratte, il t'a emmerdé. C'est le Père Noël ça. Et lui, oui, voilà, et ça m'a marqué. D'avoir des gens aussi haut placés qui te remplissent des stades, et, enfin des salles énormes, et en même temps cool. Voilà. Et on va vivre un moment très cool avec le live de la part du roi, maintenant sur Radio VL. Ça roule. Dans la nuit, un peu perdu et sonné, hey hey. Les ombres se cachent dans la brume de Paname, l'Astour et ses flashs et le désir de ses dames. Je t'ai vu, j'ai eu l'envie de danser, hey hey. Une ombre divine entourée de ses fans, dans ma tête chemine le plan pour virer ses ânes. Et comme le lion, je garde la plus belle part, celle du roi, ma Cendrillon, ma clocharde. Et tu pensais me faire subir ta loi, mais moi, j'ai fait mon choix. Je garde la part du roi, mais moi, j'ai fait mon choix. Je garde la part du roi. Enfin seule, la partie peut commencer. Hey hey. Toi et moi 6 joueurs sur ce champ de bataille. Sans la moindre peur, j'embraserai tes failles. Une chambre, un abri pour la journée. Hey hey. Ton parfum de ciel pour t'emparer de mon cœur. Mais t'oublier ma belle, mon Dieu, quelle horreur. Mais moi, j'ai fait mon choix. Je garde la part du roi. Mais moi, j'ai fait mon choix. Je garde la part du roi. Je garde la part du roi. Et comme le lion, je garde la plus belle part, celle du roi, ma Cendrillon, ma clocharde. Tu pensais me faire subir ta loi, mais moi, j'ai fait mon choix. Je garde la part du roi, mais moi, j'ai fait mon choix. Je garde la part du roi. Ouais. Oh, bravo. Merci beaucoup Artedon. Je rappelle la sortie de votre clip La part du roi qu'on vient d'écouter le 25 mars prochain et que vous serez également la première partie d'Oldelaf le 4 avril. Merci. Merci beaucoup. Distance inconnue, c'est déjà fini. Je voudrais remercier l'ensemble des chroniqueurs. En sport, on parle de cohésion d'équipe avec vous. C'est une réalité, c'est assez superbe à voir, mais aussi à vivre. Un mot pour Vadim et Max, tous deux absents. De retour dès la semaine prochaine, on l'espère. Et dédicace spéciale au patron, au boss, qui doit être sur son vélo à l'heure actuelle en train de réciter des vers de Paul Verlaine ou des répliques de Kaamelott, c'est au choix. Repose-toi bien Antoine. La semaine prochaine, un nouvel intérimaire. Je ne vous dis rien, mais tout de suite, nous passons au Tohubohu avec Sébastien Crépignan. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'était super cool, c'était très beau. Ah, ça aurait été touch. Oui. Tu as du mal à croire que je fais des dates partout. Pour toi c'est pas un boulot, mais ce n'est pas la question. Ça t'intrigue, tu ne comprends pas pourquoi ton fils parle à des chiens. Pour moi tout ça ne fait rien, je t'aimerais sans concession. Maman je n'irai pas pour victoire de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai
Mamma mia, je passe en radio. Maman, crois-moi quand je te dis que je vais rester pour ton gâteau. Bisous, bisous. J'ai des hits à faire mais je ne compte pas les sous. C'est dingue, tu m'écoutes encore. C'est dingue, tu me chantes dans le cœur. Tu parles à tes potes comme si tu me poussais dans ça. Éteins ton poste, parlons du beau temps. Un jour tu comprendras, oui tu comprendras. Maman, je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas, éteins la télévision. Maman, je n'irai pas